Mesdames, Messieurs, donc nous allons reprendre le deuxième temps de cette matinée, après une pause fort agréable. Et nous en remercions les organisateurs et le Sénat de nous avoir permis même de boire un café dans les locaux du Sénat. À une époque, c'était interdit parce qu'il ne fallait pas risquer de tacher le sol. Donc merci d'avoir respecté le temps et le temps de pause. Et donc nous allons passer à cette deuxième partie de la matinée consacrée au mandat parlementaire et une profession prenante. Alors, j'imagine qu'il y a une grande continuité avec ce que nous avons déjà entendu, mais j'imagine que nous allons entendre autre chose que ce que nous avons entendu. Alors, vous remarquez que je suis accompagné simplement de M. Olivier Costa, M. Kerrouche étant retenu par une autre obligation, et donc le binôme se réduit à un monôme, mais on m'a assuré que tout était sous contrôle et que M. Olivier Costa allait assurer, comme on dit. Donc, mais ça ne donne pas plus de temps pour autant, mais évidemment. Bien, je vous donne la parole avec grand plaisir. Merci Monsieur le Président, merci aux organisateurs pour leur invitation. Je dois aussi m'excuser de ne pas avoir été présent hier, mais en fait j'étais à Florence à l'Institut universitaire européen pour présenter un rapport que j'ai écrit sur le Parlement européen, qui est une autre de mes marottes. Donc je vais parler aujourd'hui du mandat parlementaire en tant que profession et réfléchir à la question du temps dans la profession parlementaire sous deux angles. À la fois sous l'angle de la professionnalisation des élus, c'est-à-dire la tendance qu'ont les parlementaires sous la Ve République à rester durablement dans les institutions ou au moins dans la vie politique, et deuxièmement à reparler du temps, comme l'ont déjà fait mes collègues tout à l'heure, pour évoquer un peu la manière dont les parlementaires se débrouillent sur le terrain pour essayer d'organiser leurs activités. Les sources de... Si ça ne veut pas marcher, on ne va pas y arriver. Les sources sur lesquelles cette présentation s'appuie sont principalement deux projets. Un projet ANR DFG franco-allemand qui portait sur la relation que les parlementaires ont avec leurs citoyens, où on a fait un sondage auprès de 2000 citoyens et surtout où on a assuré le suivi de parlementaires dans la circonscription. L'idée, c'était d'envoyer un chercheur ou un enquêteur suivre les activités d'un parlementaire 2 ou 3 jours dans sa circonscription, en prenant une semaine type, en faisant attention de ne pas prendre des temps d'élection, etc., pour aller voir ce que le parlementaire faisait et noter de manière très systématique toutes les activités du parlementaire, faire des observations, voir quel type d'événements il s'agissait, de quel type de discours le parlementaire pouvait tenir, le nombre de gens qu'il rencontrait, le type de gens qu'il rencontrait. L'autre projet est un projet ANR qui s'appelait Légipar, où on a travaillé essentiellement avec des entretiens fermés avec 227 députés, qui ont été pour 117 d'entre eux suivis avec des entretiens semi-ouverts. On a pu très largement évoquer leurs activités et notamment la question de leur professionnalisation et de leur rapport au temps. Je commencerai cette présentation par parler de la profession des députés. Si on dit qu'il y a une forme de professionnalisation des parlementaires sous la Ve République, c'est qu'a priori, ils laissent tomber leur profession d'origine. C'est une question qui est assez difficile à étudier parce qu'on a tout d'abord le problème de l'accès aux données. Très souvent, les données qu'on trouve quant à la profession des parlementaires, c'est la profession qu'eux-mêmes déclarent au service de l'Assemblée, et on a des choses qui sont relativement fantaisistes. Si on prend par exemple M. Bayrou, il a déclaré à différentes époques qu'il était agriculteur ou enseignant. Je ne suis pas certain qu'il ait une grande expérience dans l'enseignement, une grande expérience dans l'agriculture, et on donc voit qu'il y a des effets de présentation. Il y a aussi des gens qui disent, j'ai trouvé ça assez amusant, quelqu'un disait secteur privé. Alors, j'ai essayé de creuser un petit peu, mais c'était quoi votre acteur dans le secteur privé ? J'avais un contrat de droit privé. Et en insistant un peu, le député a fini par admettre qu'il était ancien collaborateur parlementaire, avec un contrat de droit privé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'invente des compétences en matière de secteur privé. Donc il y a des problèmes si on essaye de mettre un peu tout ça en équation. Il y a des typologies qui sont sur les fonctions, des typologies qui sont sur les statuts, des typologies sur les secteurs d'activité qui correspondent pas bien. On a énormément de députés aujourd'hui qui sont des élus à temps plein, qui n'ont plus d'activité professionnelle ou de lien avec leur activité professionnelle. On a aussi beaucoup de gens qui, très jeunes, ont eu une orientation professionnelle, mais qu'ils ont abandonné très vite pour entrer en politique. Si on se penche sur la question
la question donc de la profession des élus, on s'aperçoit assez rapidement que la profession est un espèce de marqueur que les gens vont revendiquer, revendiquent être agriculteur. Si on est un député communiste, c'est bien de dire qu'on est ouvrier, même si c'est pas complètement vrai. Et dans la mesure du possible, les parlementaires français ont une très grande réticence à se présenter comme des professionnels de la politique. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. En Allemagne, on a 25% des parlementaires qui se déclarent professionnels de la politique, qui assument pleinement cela, alors qu'en France, ils sont très rares ceux qui le disent ainsi. Ce qu'on a aussi beaucoup à l'Assemblée nationale, ce sont des gens qui, de fait, ont atteint l'âge de la retraite. 194 députés ont plus de 60 ans, et encore, il me semble que mes chiffres datent un peu. 85 ont plus de 70 ans. Donc là aussi, le rapport à la profession et au monde professionnel est un peu artificiel, étant donné que ce sont des gens qui ne sont plus censés travailler. Rapidement, et j'y insisterai pas, on a une évolution qui s'est dessinée depuis ces 20 dernières années, tendant à aller vers ce que j'appelle une république des collaborateurs d'élus, à savoir de plus en plus de parlementaires qui sont des gens qui ont fait toute leur carrière dans la vie politique et qui très souvent ont commencé comme membres d'un cabinet d'un élu ou d'un ministre, comme collaborateurs parlementaires, comme permanents d'un parti politique, et qui ensuite ont commencé à conquérir des mandats électifs. Et pour beaucoup de ces gens, et si on interroge des gens, et peut-être y a-t-il des assistants parlementaires dans la salle, qu'on leur demande quel est votre horizon professionnel, ils disent devenir député. Ça semble tomber sous le sens. Et donc on a quand même ce phénomène qui s'est beaucoup amplifié ces 20 dernières années, je crois, à la faveur de la décentralisation et du fait qu'il y a de plus en plus de postes dans la vie politique, notamment à l'échelle locale, des cabinets relativement pléthoriques dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux, et donc énormément de gens qui sont dans la vie politique et qui aspirent d'une certaine manière à en sortir par le haut en étant élus. Ça veut aussi dire que ce sont des gens qui, le jour où ils sont battus dans une élection, s'ils ne sont pas en situation de cumul qui leur permet de continuer à vivre de la politique, vont très souvent retourner quelque part dans l'entourage des élus. Ils vont être chargés de mission, ils vont être nommés quelque part, ils vont être placés sur un poste nommé au tour extérieur dans je ne sais quel grand corps de la fonction publique, ou alors travailler dans ce que j'appellerais le parapolitique. Ils vont montrer une société de conseillers en communication politique, mais qui va travailler exclusivement pour leur parti politique ou pour une collectivité dont ils sont proches. Et donc il y a ce phénomène d'aller-retour entre l'entourage des élus et les élus eux-mêmes. Pour faire notre analyse de classification des professions des parlementaires, on s'est servi des professions déclarées par les députés à l'Assemblée nationale, et on a utilisé donc la typologie qui est en vigueur à l'Assemblée, qui finalement n'est pas mal. Elle a le défaut par contre de ne pas être comparable avec d'autres typologies, notamment celles de l'INSEE ou les typologies internationales, mais néanmoins elle est intéressante. Ce qui est assez remarquable, c'est l'évolution des profils des élus dans le temps. Là, il y a les chiffres de 1981, où on voit par exemple que du côté du Parti socialiste, on avait énormément d'enseignants. On avait un tiers des parlementaires élus en 81 qui étaient des enseignants. Beaucoup étaient des enseignants du primaire d'ailleurs. C'était vraiment l'instituteur collier à barbe qui avait été syndicaliste et qui accédait à la vie politique. Et donc on avait une grande différence dans les profils entre la gauche et la droite, les profils dominants entre la gauche et la droite. On avait aussi un certain nombre d'employés, plus de 11% d'employés à l'époque, en 1981. À droite, on avait beaucoup plus de professions libérales, beaucoup d'avocats, de chirurgiens, de dentistes, de gens qu'on se profile. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les chiffres juste après l'élection de 2012, on a une homogénéisation des profits entre les deux grands partis politiques. On voit qu'il y a beaucoup moins d'enseignants aujourd'hui chez les socialistes, il n'y en a plus que 11%. Et quand on regarde de près, ce sont essentiellement des gens qui enseignent dans l'enseignement supérieur, ou plus rarement dans le secondaire. Du primaire, il n'y en a quasiment pas. Des employés, il n'y en a presque plus. Et on voit aussi une homogénéisation des profils à droite, avec un nombre de fonctionnaires qui enfle du côté de la droite, et aussi un nombre même d'enseignants qui enflent à droite. Donc on a une espèce de standardisation du profil des élus sous la Ve République, qu'on peut décrire aujourd'hui comme un homme. Malgré les lois sous la parité, on a quand même une représentation des femmes qui reste minoritaire à l'Assemblée, plutôt blanc, puisque les minorités visibles ne le sont pas beaucoup dans les chambres françaises, qui est relativement âgé, qui est diplômé du supérieur dans la plupart des cas, qui, dans la plupart des cas également, cumule les mandats,
et qui le plus souvent est fonctionnaire, cadre ou profession libérale, qui sont 3 secteurs d'activité professionnelle qui permettent assez facilement de s'investir dans la vie politique sans trop prendre de risques, avec éventuellement la possibilité de revenir à sa profession d'origine, ce qui n'est pas le cas si on est cadre dans une société privée, si on est commerçant ou que sais-je. On voit aussi une inflation très importante de la catégorie des divers, avec dans cette catégorie beaucoup de retraités, également aussi une part de permanents politiques, de gens qui se déclarent permanents politiques, mais il n'y en a que 3% du total qui se déclarent ainsi en France, alors qu'on peut bien considérer qu'à l'Assemblée nationale, on a au moins la moitié des parlementaires qui, de fait, sont des permanents de la vie politique, qui n'ont pas exercé d'autres professions depuis un certain moment. Là, j'ai une autre représentation qui montre la dynamique à travers le temps de ces professions. On voit l'effondrement des enseignants, avec la colonne qu'on ne voit d'ailleurs même plus sur le graphe, et l'inflation très forte des divers, qui recouvre très largement les permanents de la vie politique, et une évolution qui est relativement similaire à droite, avec aussi une inflation des divers. Donc on a premièrement ce mouvement de professionnalisation de la vie politique. Il y a un autre aspect de la professionnalisation de la vie politique, c'est le fait que le statut des parlementaires a beaucoup évolué depuis les débuts de la Ve République, et que les parlementaires ont acquis des moyens de travailler de manière plus professionnelle. Et là, parfois, on a un peu de mal à se souvenir quelle était la situation il y a 50 ans. On a parfois du mal aussi à voir quelle peut être la situation dans d'autres pays. Par exemple, un parlementaire du Parlement bulgare n'a pas d'enveloppe pour rémunérer un assistant parlementaire, doit se débrouiller tout seul, éventuellement avec l'aide d'un pauvre stagiaire ou de son épouse. Alors qu'à contrario, les parlementaires français commencent à être relativement bien dotés en moyens de travail. Ça peut-être, il y a un effet, on pourrait dire, de symbiose entre les deux, c'est-à-dire des parlementaires qui de plus en plus envisagent de faire de la politique une profession, mais qui ont aussi de plus en plus les moyens de le faire, ce qui peut être une forme d'encouragement. Et le trait saillant de l'évolution récente, c'est surtout le fait que les parlementaires désormais disposent d'une équipe de travail assez complète. On y reviendra. Alors il y a une institutionnalisation de la professionnalisation des parlementaires, tout d'abord par les moyens qui sont offerts aux députés, par l'encadrement du mandat, tout d'abord l'indemnité parlementaire, parce que bien entendu il ne peut pas y avoir de professionnalisation de la vie politique s'il n'y a pas d'indemnité. Donc l'idée d'avoir des indemnités n'est pas si ancienne que ça, et on sait que dans un certain nombre de démocraties, les indemnités sont relativement faibles. Si on prend par exemple le cas des parlementaires britanniques, ils sont relativement mal indemnisés, ce qui les incite beaucoup à conserver une activité professionnelle qui malheureusement est souvent une activité de consultance pour un groupe privé, une société ou quelque chose de ce genre-là, ce qui amène les parlementaires à être des lobbyistes, ce qui est un peu étrange. Sous la Ve République, il y a donc eu une confirmation, une stabilisation de cette indemnité qui est relativement généreuse. Alors, personne ne s'enrichit en faisant de la politique, mais on peut aussi envisager de mettre entre parenthèses une carrière professionnelle pour aller se faire élire à l'Assemblée. Peut-être pas dans tous les métiers, ça c'est intéressant de voir aussi des parlementaires qui expliquent à quel point ça a été coûteux pour eux d'un point de vue financier que de se lancer en politique et qui de fait n'envisagent pas de rester en politique très longtemps. On a aussi une progression assez spectaculaire du personnel des moyens qui ont été dédiés au Parlement. On est parti en 58 d'une situation où il n'y avait qu'un secrétariat collectif pour les parlementaires à une situation aujourd'hui où les parlementaires ont une enveloppe relativement confortable qui leur permet d'embaucher jusqu'à 5 collaborateurs au maximum. Très souvent, on a 2 collaborateurs à Paris, 3 en province, quelque chose comme ça. D'ailleurs, la répartition des collaborateurs est un bon indice de la perception que les parlementaires ont de leur mandat. On avait fait des études là-dessus. Et en plus, les parlementaires bénéficient de l'IRFM qui leur permet de travailler assez confortablement. Il y a eu une deuxième voie de professionnalisation de l'activité des parlementaires sous la Ve République, c'est bien entendu le cumul des mandats. 84% de parlementaires, enfin des membres de l'Assemblée nationale, cumulent leur mandat avec un ou plusieurs mandats à l'échelle locale, et c'est une vraie spécificité du système politique français. Il n'y a guère qu'en Belgique qu'on retrouve un taux de cumul qui soit comparable. Sinon, dans la plupart des autres pays européens, soit c'est proscrit, soit c'est quelque chose qui ne se fait pas trop, et donc les parlementaires sont souvent
au moins à 80 ou 90% titulaires d'un seul mandat. Alors pourquoi a-t-on ce système de cumul des mandats? Tout simplement déjà parce que c'est autorisé, et ça peut être aussi stratégique. Il y a plusieurs dimensions ici. C'est une façon de lutter contre ses opposants politiques. Si vous cumulez dans votre circonscription le mandat de député et le mandat de maire de la grande ville, ça va être très difficile pour un opposant de votre parti ou d'un autre parti d'émerger dans votre circonscription. Vous êtes relativement tranquille. Il y a des intérêts qui sont financiers, qui sont organisationnels. On parlait tout à l'heure des collaborateurs. Quelqu'un qui est maire d'une grande ville ou président de conseil régional et député a une armée de gens qui travaillent pour lui. Et finalement, le cumul est largement compensé par les moyens de travail qu'il va obtenir. Il y a aussi une garantie de pouvoir poursuivre sa carrière. Il est évident que c'est plus facile de se faire battre, de perdre son mandat de député lorsqu'on est maire d'une grande ville que lorsqu'on a que ce mandat. Autre caractéristique relativement intéressante, j'ai dit qu'il y avait une homogénéisation du profil des députés du point de vue de leur profession, mais il y a une homogénéisation qui est beaucoup plus large. Si on prend tous les traits saillants des parlementaires, tendent à se rapprocher entre gauche et droite, et il est difficile de trouver des distinctions. On a une base de données sur tous les députés de la Ve République, et quand on fait des analyses statistiques, on voit systématiquement les courbes qui se rapprochent. Pour ce qui concerne l'année d'entrée en politique, c'est la même pour les différents groupes politiques. La durée moyenne du mandat parlementaire, c'est pareil. On voit qu'elle est relativement courte, cette durée moyenne du mandat, d'un point de vue statistique, parce que tout simplement, depuis 81, on est rentré dans une logique d'alternance systématique, et il devient assez compliqué pour certains parlementaires de conserver leur mandat, et je pense qu'on s'en rendra bien compte l'année prochaine encore. Il y a aussi une certaine... Non, peut-être, je ne sais pas. Il y a aussi une certaine stabilité aussi dans la manière dont, ou convergence dans la manière dont les gens conçoivent la répartition de leur temps de travail entre la circonscription et l'Assemblée. Une certaine convergence aussi dans le temps qui est consacré au mandat. Là aussi, on a interrogé très longuement les députés sur cette question-là. On a obtenu des chiffres qui sont tout à fait comparables aux 70 heures qui étaient mentionnés. Quand bien même les parlementaires exagéraient un peu, ils travaillent beaucoup et prennent très peu de vacances. Et effectivement, c'est aussi quelque chose qui revient très souvent dans les entretiens. C'est la piètre qualité de la vie privée des parlementaires, avec des taux de divorce qui doivent ressembler à ceux des chirurgiens des urgences ou des militaires ou des gens de la marine. Et donc peut-être aussi une focalisation sur la vie politique par compensation de cette piètre qualité de la vie privée. Ce qui nous a particulièrement marqué, c'est le très fort investissement des députés en circonscription. On l'avait vu lors de l'enquête qu'on avait fait par entretien, et ça nous a amené dans une autre enquête donc à aller suivre un peu les députés en circonscription pour voir ce qu'ils font, parce qu'on avait assez peu d'informations sur cette question. Ce qui nous a frappé ici, c'est qu'il y a une grande standardisation des activités des parlementaires en circonscription. Quand on a fait nos suivis, on voit que globalement, ils font tous un peu la même chose. Alors nous, on cherchait surtout des variations. L'idée, c'est d'arriver à écrire des articles intéressants en montrant qu'il y avait des différences entre la gauche et la droite, les vieux et les jeunes, les hommes et les femmes, les circonscriptions rurales et urbaines. Il y a des différences, mais sincèrement, elles ne sont pas très spectaculaires. Et on voit bien que tous les députés sont soumis un petit peu aux mêmes situations de sollicitation et sont amenés à faire un peu les mêmes choix. Et là, je pense qu'il y a un rôle important de l'entourage des parlementaires dans le choix des événements auxquels le député va décider d'assister. Et là, il y a vraiment un travail collectif dans la définition de l'agenda et des activités du député. Alors voilà un premier graphe qui montre les différents types d'activités. Alors désolé, les graphes sont en anglais parce que le papier était en anglais, des parlementaires. L'activité principale, c'est les permanences électorales, auxquelles les députés français consacrent un temps considérable, surtout par voie de comparaison avec des parlementaires étrangers. Ensuite, nous avons ce qu'on appelait social events, les événements sociaux, des événements politiques, des visites à des agences locales ou à des institutions, des visites à des associations et à des clubs, des rencontres avec les médias, des visites à des sociétés privées, et puis le reste est moins important. Si on compare entre gauche et droite, on voit qu'on a des différences, mais qui ne sont pas considérables. On a une différence importante simplement sur les événements politiques. On a très souvent des élus de gauche qui sont plus en lien avec le parti politique que les élus de droite, mais ce qui est relativement cohérent avec ce qu'on sait du fonctionnement des partis, si on compare Parti socialiste et les Républicains. Et puis pour le reste, il n'y a pas de différence vraiment considérable. Si on compare les députés qui cumulent
et les députés qui ne cumulent pas, on voit que les députés qui cumulent donnent une priorité à ce qu'on a appelé les événements sociaux, c'est-à-dire les événements où il y a un grand nombre de participants. Plutôt que d'aller à une rencontre avec un chef d'entreprise, le député qui cumule aime s'afficher dans des événements où il y a beaucoup de monde. Je pense que là, il y a une recherche d'impact sur les électeurs et de maximisation du temps consacré à ce type d'événement. Si on s'intéresse au degré de seniorité des députés, en comparant les députés qui sont juniors et ceux qui ont déjà un certain nombre de mandats derrière eux, on voit qu'il y a une petite différence et que les députés qui sont en début de carrière politique se focalisent davantage sur les permanences électorales, sur la visite à des institutions locales, parce qu'ils sont dans la démonstration de leur capacité à rendre des services davantage que le député plus senior, qui lui, très souvent, pour ces activités-là, peut se faire remplacer par ses assistants parlementaires. Les députés les plus chevronnés font rarement des permanences électorales eux-mêmes et vont aller déléguer un collaborateur un peu senior. Si on fait une comparaison entre les députés qui exercent des responsabilités à l'Assemblée, ceux qui sont présidents de commission, ceux qui sont vice-présidents de l'Assemblée ou présidents de groupe, et ceux qui sont de simples députés du rang, là on trouve aussi une petite différence, davantage d'implication des députés à responsabilité dans les événements politiques, ce qui est relativement logique. On a essayé aussi de comparer les activités des parlementaires selon les types de circonscriptions. Là, il peut y avoir une différence considérable entre les circonscriptions en France, entre le député qui est élu à Paris dans un morceau d'arrondissement et le député qui va être élu au fin fond de la Lozère et qui va avoir une circonscription de 200 km² qui comportera 70 villages. Là aussi, on a de petites variations, mais c'est rien de réellement remarquable. On voit simplement que les députés des villes donnent une vraie priorité aux permanences, mais peut-être aussi c'est plus difficile pour un député de ville d'organiser des événements où il sera identifié en tant que député s'il est dans une très grande ville. Si on s'intéresse aux questions dont il est traité dans les différentes réunions publiques, on a surtout fait une dichotomie entre les questions qu'on a appelées politiques, c'est-à-dire quand le député va aller parler de politique ou parler d'une politique publique, la réforme de la Sécu, les prochaines élections, que sais-je, et les questions locales, qui sont soit les questions qui se posent pour des citoyens, la personne qui cherche un logement, ou alors des questions d'intérêt local, c'est-à-dire un projet d'autoroute dans la circonscription du député. Et là, on voit qu'il y a quand même une très grande focalisation sur des questions qui sont essentiellement des questions locales et que les députés, dans leurs activités en circonscription, évoquent peu les questions politiques. On voit que le contenu politique, notamment des permanences électorales, parce qu'on a pu aussi suivre des permanences électorales, est très faible. Et donc, on parle essentiellement de résoudre des problèmes pour les citoyens. Et le député apparaît à cet égard comme un acteur politique neutre qui souvent n'affiche pas d'étiquette. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de faire un peu d'ethnographie sur les permanences électorales des députés, où il y a rarement du matériel de propagande politique, rarement des affiches d'un parti ou quelque chose, une espèce de neutralisation de l'espace. C'est le député de la circonscription avant d'être le député d'un parti. Les questions politiques sont évoquées davantage dans les réunions publiques et tout particulièrement dans des réunions qui sont spécifiquement politiques. Le député va organiser un certain nombre de réunions politiques avec les militants de son parti, ou alors va faire des espèces de réunions de bilan du mandat, 1 ou 2 fois par an, et là il va être davantage question réellement de questions politiques, où le député va aussi régulièrement participer à des réunions électorales en soutien à des candidats aux élections régionales, à des élections locales, à des élections européennes, et c'est là que réellement il y a un contenu politique, et on le voit assez clairement dans nos données. Je vois que le temps qui m'est imparti est écoulé, donc juste pour conclure, on voit qu'on a une évolution des parlementaires sous la Ve République qui, malgré le caractère un peu chahuté des carrières des parlementaires depuis 1981, avec des alternances assez systématiques, sont dans des stratégies d'investissement dans la vie politique sur le long terme, par le jeu du cumul des mandats qui leur permet de rester en politique même lorsqu'ils sont battus, ou de peut-être être nommés ministre un temps, ou d'aller siéger au Parlement européen.
On a aussi le temps, donc, qui est à la fois un objectif, qui est aussi une ressource, et le questionnement permanent des députés, à savoir que faire de leur temps, comment arranger leur agenda pour essayer de satisfaire un maximum de personnes. On peut vraiment voir les parlementaires comme des acteurs sous information incomplète, qui ne savent jamais, et c'est une angoisse existentielle chez eux, quelle est la réunion importante à laquelle ils doivent aller? Est-ce que ça vaut le coup d'aller là? Peut-être que s'ils ne vont pas à une réunion, ça va leur être reproché et ça va avoir un coût électoral. On peut analyser leur comportement en utilisant le modèle du vote personnel, c'est-à-dire l'idée que les parlementaires essaient, au-delà du score que va faire leur parti, d'avoir un vote qui est dédié à leur personne. Et donc, dans une situation d'alternance, par exemple comme l'an prochain, l'idée, c'est pour un certain nombre de parlementaires de gauche d'arriver à sauver leur siège en se disant « moi, je vais réussir à faire 2 ou 3 ou 5% de mieux que la moyenne des parlementaires, parce que j'ai un très bon service à ma circonscription, parce que je me suis montré, parce que j'apparais comme un acteur neutre ». Et donc, il y a vraiment cette recherche permanente du vote personnel, à travers les activités à l'Assemblée, certainement, mais aussi beaucoup à travers les activités en circonscription, d'où cette nécessité d'être présent en circonscription, quelle que soit la situation. Et là, il est clair que le cumul des mandats n'a aucun effet là-dessus, et je partage tout à fait le doute de mes collègues quant à l'impact de la réforme. Je ne crois que ça n'amènera pas à un meilleur investissement des parlementaires dans le travail parlementaire, peut-être même au contraire. Les députés seront un peu dépourvus de ressources dans la circonscription pour entretenir leur capital électoral, et vont certainement y dédier toujours un temps considérable. Merci. Merci infiniment, Monsieur Olivier Costa, à la fois, encore une fois, sur le fond et pour avoir respecté le temps. Je pensais, en vous écoutant, que le grand intérêt de ce colloque, c'est précisément d'avoir apporté une vision de juriste et une vision de politiste. Et le grand avantage des politistes, c'est de faire des études sur le terrain. Et sur un sujet comme celui-ci, évidemment, c'était tout à fait utile, même si, et n'y voyez pas un reproche, votre étude ne portait que sur les députés et non pas sur les sénateurs. Mais je me doute bien, vous ne pouvez pas. Il y a une autre enquête sur les sénateurs, donc vous pourrez comparer. Vous voyez, monsieur le secrétaire général, que j'ai toujours le souci du Sénat et pas simplement parce que nous sommes dans ces locaux. Votre communication était très intéressante parce que il n'y voyait pas malice de ma part. Vous avez joué sur le mot profession, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez étudié à la fois la profession du parlementaire avant qu'il devienne parlementaire et l'impact de cette profession sur le mandat, et notamment sur une question tout à fait intéressante qui est celle du retour éventuel à un métier. Et vous avez évidemment envisagé cela sous l'angle de la professionnalisation du mandat, donc c'était tout à fait intéressant. En vous écoutant d'ailleurs, on peut s'interroger aussi sur le retour au métier des collaborateurs, parce qu'il y a aussi une question sociale qui est importante, enfin sociale, oui, on peut l'appeler ainsi, de tous ces collaborateurs d'élus et qui, en cas d'alternance ou de perte de mandat, eh bien, se retrouvent dans des situations difficiles de reconversion. Ça concerne statistiquement même plus de monde que les parlementaires, par définition. Donc c'est une question très intéressante. Il m'était arrivé de parler avec des élus de ma province profonde, et l'une des questions aussi qui se pose, c'est la technicité de certains métiers. Quand vous êtes vétérinaire ou dentiste, ou des métiers notamment pour lesquels, j'allais dire, l'aspect manuel des choses est importante, lorsque vous n'avez plus exercé pendant 12 ans ou X temps, eh bien vous ne pouvez plus exercer ce métier. C'est ce qu'il déplorait, et c'est une question pour laquelle il n'y a pas beaucoup de solutions, à moins de conserver 2 jours dans la semaine pour continuer à opérer des veaux ou à soigner des dents. Donc ça paraît anodin, mais c'est un véritable problème. Et comme vous l'avez très bien montré, il y a beaucoup de professions libérales parmi les élus. La question, j'allais dire, est tout à fait cruciale. Vous avez évoqué le cumul des mandats. Moi, depuis le début de ce matin, je brûle de dire quelque chose sur le cumul des mandats parce que je suis un peu moins favorable à la limitation du cumul des mandats. Je sais que je ne suis pas le seul dans cette salle, et que ça a été évoqué par quelqu'un, je crois, hier, d'après ce que mes échos ont pu me transmettre. Mais il y a une question, d'ailleurs, je ne vais pas rouvrir le débat, rassurez-vous, mais simplement, il y a la question du cumul dans le temps. Qui me paraît tout aussi utile et efficace, et qui vient répondre, entre autres, aux questions que vous posez sur la
professionnalisation dans le temps. Et dans les chiffres que vous avez évoqués, il y en a un qui est intéressant et tout à fait surprenant, c'est la durée moyenne du mandat. 7 ans, c'est finalement très court. Enfin, pas du mandat, pardon, de l'exercice d'un mandat parlementaire, un mandat de député dans le cadre de votre étude. C'est finalement assez court. Je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Et là, encore une fois, sans vouloir prendre un exemple local, le député de ma circonscription, dont c'est le premier mandat, a décidé de ne pas se représenter. Pas simplement pour des raisons tenant à une alternance dont on ne connaît pas encore ce qu'elle sera. Hein, n'oublions pas. Mais aussi parce qu'il a estimé que finalement il fallait qu'il fasse autre chose et que, semble-t-il, il ne voulait pas faire de son mandat parlementaire un véritable métier. C'est peut-être une exception, mais qu'il fallait noter. Puis un dernier mot sur François Bayrou, que vous avez cité. Je crois qu'il élève des chevaux, donc c'est aussi un métier comme un autre. C'est peut-être à ce titre-là qu'il se revendique comme agriculteur. Pardonnez-moi, j'ai été un peu long, mais c'est aussi tout l'intérêt de votre communication. Alors, encore une fois, nous sommes évidemment en retard, mais bon, c'est pas gravissime. Y a-t-il donc des interventions? Oh là, il y en a beaucoup.